Bonjour à tous. Alors peut-être pour commencer en forme de blague, mais pas vraiment, il y a de l'espoir pour Salomon, puisque maintenant on peut utiliser la chaleur des incinérateurs pour faire des pistes de ski. C'est le cas à Copenhague où ils skient sur les incinérateurs. Donc on voit qu'on n'est pas très éloigné finalement dans nos échanges d'aujourd'hui. Bonjour, donc je suis Joanie Leclerc, je suis directrice du dialogue et de l'impact sociétal chez Suez. Alors ça peut vous paraître assez barbare comme terme. Donc je fais partie de la direction du développement durable et je m'occupe de toute la partie sociétale. Et pour Suez, je vais y revenir longuement. L'entrée finalement dans le développement durable et dans ces logiques de transition, quand on est un groupe d'environnement par ailleurs et donc de développement durable, c'est fait beaucoup par l'angle sociétal et par le biais du dialogue. Et donc c'est pour ça que je me retrouve avec ce titre assez barbare devant vous aujourd'hui pour vous parler du changement de business model de Suez et de comment on se situe avec notre métier dans l'Anthropocène et demain comment on s'y situera encore. Alors, je voulais commencer peut-être par présenter le groupe Suez. Suez, pour certains d'entre vous, ça évoque surtout l'énergie, puisque effectivement, nous étions il y a quelques années intégrés à ce qui est aujourd'hui Engie, qui est encore notre actionnaire, mais qui est un groupe d'énergie. Mais Suez, aujourd'hui, c'est la gestion de l'eau et des déchets. On appelle ça la gestion des ressources. J'y reviendrai aussi parce qu'il y a de plus en plus de ponts entre ces deux secteurs qui au départ étaient des secteurs séparés. Suez, son origine, ça fait plus de 150 ans, c'était la compagnie générale du Canal, donc on était des banquiers au départ, qui avons financé en France les réseaux d'eau et d'assainissement. Puis qui avons acheté un parc d'installations de traitement de déchets qui était très très éparse et qu'on a transformé petit à petit en un outil industriel au fil des années. Aujourd'hui, le chiffre d'affaires de Suez, c'est à peu près 15 milliards d'euros de chiffre d'affaires par an et on est 90 000 personnes présentes sur les 5 continents. Voilà. Et je vais commencer par vous dire que pour Suez, la performance, c'est vraiment une performance globale qu'on recherche, pas pour faire joli et pour faire marketing et pour être plus sympa, mais parce qu'on a compris il y a quelques années de façon assez cruelle que quelles que soient nos performances techniques, financières, qui pouvaient être très très bonnes, en l'occurrence, on parle du cas dans les années 2000, fin des années 90, début 2000, on a eu cette grande aventure à l'international où on est parti sur des marchés dans les pays émergents comme l'Argentine. En Argentine, à Buenos Aires, on a connecté 1,5 million de personnes au service de l'eau en moins de 10 ans. Ça ne s'est jamais fait dans le monde, jamais dans l'histoire. Malgré tout, on avait des campagnes d'ONG extrêmement virulentes qui arrivaient dans nos assemblées générales d'actionnaires, qui arrivaient à l'Assemblée nationale et qui nous accusaient de violer le droit à l'eau et vraiment de tuer les enfants parce qu'on assoiffait les enfants. Donc c'était quand même très dur pour des ingénieurs qui avaient profondément à cœur de bien faire leur travail et dont les chiffres montraient qu'ils faisaient bien leur travail puisque le service fonctionnait et qu'ils connectaient des gens. Et donc il y avait un problème et d'ailleurs on a dû interrompre ce contrat, on s'est fait jeter d'Argentine pour des raisons qu'on n'a pas sur le moment compris, et qu'il a fallu du temps à l'entreprise pour explorer, pour comprendre ce qui s'était passé. Tout ça pour vous dire que donc on a fait ce travail d'étude des facteurs de succès et d'échec de nos contrats et on s'est dit que quelles que soient nos performances techniques et financières, si ce qui était de l'ordre du management, du relationnel, de la relation aux parties prenantes n'était pas bien géré, dans la plupart des cas, le contrat était voué à l'échec. Donc, je vous parle de ça, c'était il y a plus de 10 ans. Et donc, dès lors, est apparue l'idée que le dialogue avec l'écosystème, la compréhension de l'écosystème et le dialogue avec les parties prenantes était essentiel et que ça devait être une méthode d'entreprise. Et donc cette recherche de performance globale, c'était une recherche bien évidemment de performance environnementale puisque on est un groupe d'environnement, donc
voilà, il faut qu'on soit performant, mais aussi une performance sociale et sociétale, puisque sans cette reconnaissance sociale et sociétale, on perdait sur tous les plans. Donc, cette révolution a commencé il y a plus de 10 ans. Aujourd'hui, on est vraiment dans une lecture de la performance qui est intégrée. Vous avez à l'image la couverture de ce qui est notre rapport. Donc, de plus en plus dans les grandes entreprises, vous trouvez souvent deux rapports. Le rapport annuel, qui est le rapport financier, et le rapport de développement durable, qui sont deux exercices séparés, qui sont faits par deux directions bien séparées. Chez Suez, ça fait maintenant 4 ans qu'on produit un seul rapport qui fait état de nos performances financières, mais aussi extra-financières. Et l'exercice, le rapport, s'ouvre toujours par une analyse des tendances, des macro-tendances. C'est ce que vous avez sur la slide à droite. Qui étudie donc pour nous on a retenu 4 tendances majeures qui sont la révolution numérique, le changement climatique bien sûr, le défi démographique et tout ce qui est de l'ordre des aspirations sociétales. Et chaque année on réexamine les risques et les opportunités qui sont liés à ces tendances du point de vue de Suez. Et donc, finalement, donc, on fait l'exercice chaque année de lire, d'essayer d'interpréter et de lire les incertitudes. Alors, donc, quelles sont ces incertitudes peut-être d'abord, et est-ce que c'est si nouveau pour Suez? Quelles sont ces incertitudes? Évidemment, c'est le changement climatique, mais c'est tout un tas d'autres incertitudes, et notamment plutôt de l'ordre du politique, de l'organisation territoriale, de décentralisation, recentralisation, mais ça peut être aussi des mouvements géopolitiques ou géoéconomiques. Quand la Chine décide d'arrêter l'importation des déchets plastiques sur son sol, ça remodifie l'ensemble de la géographie du monde entier, enfin dans le domaine des déchets. Et donc ce sont ce type d'incertitudes que nous sommes censés gérer. Est-ce que c'est si nouveau finalement pour Suez? Oui et non. Non, parce que finalement on est plutôt dans une tendance au raccourcissement des contrats, c'est-à-dire qu'au départ Suez, il y a encore quelques années, on avait plutôt des contrats qui duraient 30 ans. Et donc, il fallait qu'on se projette à 30 ans quand on faisait une proposition commerciale. Aujourd'hui, les contrats sont plutôt de l'ordre de 10 ans. Donc, d'une certaine façon, on pourrait dire que c'est plus facile puisqu'on a un temps moins long à penser et donc moins d'incertitudes à penser. Mais bien évidemment, vu l'accélération des changements dans le monde dans lequel on vit, ça n'a pas réglé le problème. Donc, on est toujours obligé de se projeter. Et finalement, c'est presque plus difficile parce que sur 30 ans, on peut imaginer nos ingénieurs se prennent plaisir à imaginer ce que sera leur métier dans 30 ans, mais quand c'est 10 ans, c'est un horizon court. Est-ce qu'ils sont vraiment capables de penser ces changements? Donc, on a dû mettre en place une prospective comme un outil finalement commercial, comme un outil de gestion de projet commercial. Vous avez à l'image la couverture d'un exercice de prospective qu'on a fait dans le cadre d'un renouvellement d'un contrat qu'on a renouvelé l'an dernier, qui est un gros contrat, qui est le service de transport des eaux usées des Hauts-de-Seine. Et donc, on a essayé, les Hauts-de-Seine étant un territoire qui bouge beaucoup, qui est extrêmement dynamique, a fortiori dans le contexte du Grand Paris aujourd'hui. Et on a fait cet exercice en s'appuyant sur nos ingénieurs, mais aussi sur des acteurs du territoire, pour essayer de réfléchir quels étaient les changements qu'allait connaître le territoire, comment le service de l'assainissement allait devoir s'adapter à ces changements, mais comment il allait pouvoir aussi contribuer aux transitions en fonction des types de transitions dont on est en train de parler. Voilà. Donc, tout ça pour vous dire que voilà, on met en place aujourd'hui vraiment des méthodes à tous les niveaux. Hein. Ça va être le niveau corporate, au niveau de la stratégie d'entreprise, au niveau d'un contrat, j'en ai parlé, pour penser l'incertitude et penser le temps plus ou moins long. Mais évidemment, au-delà de ces méthodes, il faut aussi avoir,
il faut aussi avoir un petit peu la culture. Il ne s'agit pas juste de poser une méthode qui va être utilisable par tout le monde. Et puis c'est devenu, en plus, faire un exercice de prospective comme celui-ci, finalement, c'est presque trop long, trop lourd à gérer pour l'entreprise compte tenu de la rapidité des changements. Donc on a pris conscience aussi qu'il fallait que ça devienne vraiment une culture et il fallait qu'on fasse vraiment percoler cette notion de futur et cette agilité à tous les niveaux de l'entreprise. Et pour ça, on va s'appuyer à la fois sur des partenariats qu'on peut avoir avec des prospectivistes. Je vous ai mis à l'image l'Atlas des futurs du monde. On travaille avec Virginie Resson, que vous connaissez peut-être pour son travail sur le dessous des cartes, pour décrypter les tendances chaque année, nous aider à décrypter les tendances de long terme. Mais on va aussi travailler, on a été partenaire de l'Université de Lyon et de la fac de philo pendant un certain temps sur justement les rationalités, les imaginaires de l'eau. Donc on a soutenu une chaire de philosophie pour une entreprise industrielle. Vous imaginez que c'était assez nouveau. Et puis pour justement maintenir cette tradition de dialogue dont je parlais tout à l'heure, de dialogue avec les ONG, de dialogue avec des chercheurs, de dialogue avec les usagers bien sûr, on a aussi choisi d'introduire aussi un peu d'art et pour essayer de passer dans les zones sensibles des gens et de vraiment ancrer ça au plus profond d'eux-mêmes. Et il y a quelques années, pendant la COP 21, on a notamment soutenu, donc c'est les images que vous avez là, je ne sais pas si vous voyez le titre, ça s'appelait le Black Market for Useful Knowledge and Non-Knowledge, qui est au départ une performance artistique de dialogue autour du savoir en train de se faire. Pendant la COP 21, le thème était justement sur l'anthropocène et c'était petits exercices pour augmenter et rétrécir l'humain. Et on a choisi ce format qui est un format un peu original où le grand public est appelé à faire ses enchères sur des conversations avec des experts de savoir plus ou moins stabilisés pour enrichir son savoir autour, en l'occurrence, du thème de l'anthropocène. Et c'était pour nous une façon, bien sûr, d'être visible sur le thème du changement climatique qui est quand même au cœur des enjeux de Suez, mais aussi d'expérimenter une forme plus artistique, plus nouvelle du dialogue. Et on a fait venir un certain nombre de collaborateurs dans l'exercice qui ont changé leur pratique professionnelle. Je termine, j'ai parlé de pas mal de choses déjà, donc je vais faire vite là-dessus. C'est quoi finalement nos stratégies commerciales aujourd'hui à l'heure de l'anthropocène? C'est quatre aspects. D'abord, c'est comment on passe à une économie de la fonctionnalité. Donc dans nos métiers, c'est comment on arrête d'être rémunéré sur les volumes de déchets qu'on traite ou d'eau qu'on vend. Puisque c'est plus tenable, puisque pour un groupe de service à l'environnement, ce ne serait pas compréhensible d'avoir cette façon de se rémunérer sur plus je vends d'eau, plus je gagne d'argent. Donc on s'est dit, il faut absolument qu'on arrive à se faire rémunérer sur autre chose. Donc là, on a commencé à réfléchir à sur quoi on allait être rémunéré, donc sur notre performance, mais sur quelle performance, la performance énergétique ou les services à valeur ajoutée. Donc là, par exemple, on expose ici à la cité, à la Biennale du Design, un compteur intelligent qui permet aussi d'assister, de donner des services aux seniors et à travers la consommation d'eau, de prévenir des risques ou du moins d'identifier les moments où il peut y avoir un accident domestique ou voilà, quelle valeur ajoutée on peut avoir par rapport à nos métiers traditionnels et comment on peut du coup se rémunérer plutôt là-dessus que sur les volumes vendus.
Je parlais aussi de la gouvernance de l'économie circulaire. Aujourd'hui, c'est comment on va structurer la collecte des différents flux de déchets, comment on va redessiner la géographie industrielle autour du traitement des déchets au fur et à mesure que les flux vont se diversifier, comment on va aussi faire du conseil en éco-conception aux producteurs aux metteurs sur le marché de produits contenant par exemple du plastique, et comment nous, avec notre savoir de gestionnaire de déchets, on peut les accompagner dans cette éco-conception. Le troisième axe, c'est ce que j'ai appelé la valorisation des services écosystémiques. C'est comment on peut monétiser les services rendus par les écosystèmes, que ce soit par la captation des eaux de pluie, par exemple, mais aussi comment est-ce qu'on peut rémunérer, par exemple, les agriculteurs pour les services qu'ils rendent à travers l'action qu'ils ont sur le paysage et sur la nature. Et enfin, le quatrième axe, c'est celui des slow tech ou des solutions basées sur la nature, des solutions biomimétiques. Là, c'est l'exemple de la zone libellule, c'est-à-dire comment, en gros, on remplace, ou du moins on adjoint au système d'épuration par membrane ou plus chimique des solutions plus basées sur la nature, avec des circuits d'eau à travers un certain nombre de végétaux filtrants, et comment derrière on peut avoir des techniques plus naturelles pour gérer les eaux usées. Voilà, merci.